À l'issue de la guerre de Troie, la population troyenne est complètement massacrée par les Grecs, annihilée, oblitérée. Toutes ? Non. Un groupe d'irréductibles Troyens menés par Énée parviennent à prendre leurs jambes à leur cou. Vous l'avez remarqué parce que vous avez un QI supérieur à Héraclès, mais pas au mien, il faut pas déconner. Le nom de Énée ressemble vachement au titre de l'Énéide. C'est parce que c'est bien là son épopée. Et oui, après l'Iliade, il y a bien sûr l'Odyssée, le retour plein d'embûches d'Ulysse et ses sujets, ainsi que l'Énéide, l'aventure pleine d'embûches d'Énée et ses concitoyens. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te raconte la première partie de l'Énéide. Il existe une ville dans notre actuelle Tunisie appelée Carthage. Riche et fière, cette ville était l'une des préférées de Héra. La reine des dieux rêvait d'en faire la meilleure des nations, le phare du monde, la Rolls-Royce des cités. Malheureusement pour elle, le destin en a décidé autrement, parce qu'une prophétie concernant un certain Troyen prédit la chute de Carthage, tout comme Troie avant elle. Qui est ce Troyen ? Il s'agit d'Énée, le fils d'Anchise et d'Aphrodite. Comme beaucoup de héros, il est élevé à l'écart de la société par le centaure Chiron, qui s'est chargé de lui fournir une éducation impeccable. L'éducateur mi-homme, mi-cheval restitue ensuite l'enfant à son papa Anchise, afin qu'il grandisse non plus dans la forêt, mais parmi les autres humains, histoire de socialiser. Devenu adulte, Énée se marie avec Créuse, une des princesses de Troie et, au passage, une lointaine cousine. Les deux époux vivent heureux et donnent naissance à Ascagne, qui grandit dans l'amour et le respect des dieux. Quelques années plus tard, une guerre terrible démarre, opposant une alliance des rois grecs achéens à la légendaire ville de Troie. Énée y combat du mieux qu'il peut. Vous vous doutez de quelle guerre je parle, et si jamais vous n'avez pas écouté les 4 épisodes sur la guerre de Troie, je vous y invite, ils sont disponibles. Malheureusement, même avec le soutien des dieux, rien n'a pu empêcher l'explosion totale de la fière grande cité compensée indétrônable de Troie. Mais du coup, comme je l'ai dit, destruction totale, presque, puisque notre héros, poussé par un instinct de survie communautaire, prend son père en sac à patates sur une épaule, son enfant par la main, sa femme par une autre main mais pas pour trop longtemps, et il attire autant de Troyens que possible vers une sortie cachée de la ville. Ensemble, ils embarquent sur quelques navires, voilà tout ce qu'il reste d'une civilisation jadis riche et prospère. Énée est chargé de fonder une nouvelle cité, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Des années passent et les rescapés du massacre errent de rivage en rivage, sans s'établir nulle part, sans domicile fixe pour une durée indéfinie. Héra les observe, toujours férocement hostile à ce groupe de survivants pour la simple raison qu'ils sont troyens. Raciste, la reine des dieux ? Ouais, carrément. Ruminant de sombres desseins, elle rend visite à Éole, le roi d'Éolie, oui, je suis pas allée le chercher très loin, qui contrôle les vents. Elle lui ordonne de ne plus les brider, les vents justement, de laisser leur fougue s'exprimer afin qu'une réelle tempête soit créée. Éole accepte d'obéir, bien évidemment. En plus, elle lui donnera une superbe nymphe en mariage s'il coopère. Bon, naturellement il coopère, c'est pas qu'il a besoin qu'on l'amadoue avec une femme, c'est que en fait, si la reine des dieux demande, lui il répond. Un grand coup de lance contre le sol annonce le début de la tempête. En réponse à l'impact, les portes qui contiennent les vents s'ouvrent. Ils sortent aussitôt avec une puissance inouïe. Leur élan emporte les nuages jusqu'aux Troyens, font tourbillonner, tonner et tout assombrir autour d'eux. Les vagues se soulèvent, l'écume éclabousse les visages, pique les yeux, glace les corps. 3 navires sont précipités sans pitié contre des rocs. 3 autres sont soulevés par une vague et chutent dans le gouffre de celle-ci. Des marins tombent à la mer, tentent de s'agripper à des morceaux de coque brisés, d'échapper au tourbillon. La mer est tout simplement déchaînée. Il y en a un qui est pas très content de voir autant de remue-ménage, et c'est pas Énée, c'est Poséidon. Que les vents soufflent terriblement, bon, pourquoi pas, mais qui se permettent d'influencer les flots, de remuer les vagues, de bousculer la mer, non. Le dieu des océans se fâche et congédie les vents, en leur disant que si Éole continue de faire n'importe quoi, il risque de voir le divin trident d'un peu trop près.
Immédiatement, les vagues s'aplatissent, les nuages s'éloignent et les marins troyens reprennent leur souffle. À peine remis de leurs émotions, ils mettent le cap vers la Libye. Ils accostent, fatigués, éreintés, exténués, bref, au bout de leur vie. Énée, lui-même méchamment éprouvé, les rassure comme il peut. Certes, ils naviguent au pifomètre depuis le départ de Troie. Certes, ça leur a valu bien des misères. Certes, ils ont perdu leurs proches. D'abord à Troie, ensuite pendant les tempêtes marines. Mais bordel de merde, on va bien finir par la trouver, cette terre où bâtir le nouveau royaume, non ? C'est le but de l'expédition, après tout. Enfin, on espère. Là-haut, dans le ciel, Zeus et Aphrodite les observent, attristés par de telles épreuves. La survie de son fils permettait à Aphrodite de relativiser lorsque Troie est tombée. Mais maintenant, son fils, il en baffe, putain, et Zeus, il peut pas faire quelque chose pour qu'Énée arrive en Italie et bâtisse sa foutue ville sans autant en chier ? Zeus pourrait, mais Zeus n'en fait rien. Peu importe les obstacles, le destin des Troyens est gravé dans le marbre, aussi relou soit-il. Pour rassurer Aphrodite, il lui explique tout ce que son fils va devoir affronter, son ascension au pouvoir et même ce que fera sa descendance. Du coup, il la rassure coup-ci, coup-ça. Une fois son petit numéro de divination terminé, Zeus envoie Hermès à Carthage. Là-bas règne la reine Didon. Glou, 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 glou. Pardon. Le messager divin a pour mission d'annoncer l'arrivée imminente d'Énée afin que ni Didon ni ses sujets ne l'envoient bouler quand il franchira leurs frontières. Et justement, les voilà, les fameux Troyens. Rappelons-nous qu'ils ont accosté un petit peu plus tôt. Ils ont eu le temps de se restaurer, se reposer, maintenant ça va mieux. Enfin physiquement, parce que le moral est toujours un peu bas. Énée et un comparse à lui font une balade dans la forêt pour se changer les idées, et c'est ce moment que choisit Aphrodite pour apparaître devant eux déguisée en humaine. Elle leur apprend qu'ils sont dans le pays des Libyens, gouverné par Didon, et les encourage à aller à sa rencontre. Lorsque Énée se rend compte de la réelle identité de son interlocutrice, c'est déjà trop tard, elle s'est évanouie dans les airs aussi vite qu'elle était apparue. Le conseil de la déesse est suivi, Énée prend la route de Carthage, suivi d'une troupe des siens. Une fois arrivés dans la ville face à la reine, ils expliquent tout. La ville de Troie, le long siège, l'incendie dévastateur, le départ en panique, les intempéries, les bateaux fracassés, les noyés, la promesse d'avoir une nouvelle terre où reconstruire leur vie. Didon écoute aimablement et rassure les Troyens malmenés, bien sûr qu'elle les aidera à atteindre leur destination. Attends, carrément, elle propose qu'ils s'installent au sein de sa propre ville avec les mêmes droits que les Carthaginois. Bah ouais, Énée quoi. Les histoires à son sujet sont édifiantes. Quel honneur ce serait de l'avoir parmi nous. S'il était là d'ailleurs, au milieu des Troyens, face à la reine, elle l'accueillerait les bras ouverts. Bah ça tombe bien, parce que Énée il est là et il se manifeste. Alors sans attendre, Didon l'accompagne dans son palais et fait parvenir une grande quantité de nourriture aux quelques Troyens qui étaient restés sur le rivage, près des navires. Aphrodite n'est cependant pas tranquille. Il paraît que c'est le propre des mamans de se faire du souci et notre poufiasse olympienne n'est pas une exception. Craignant un mauvais retournement de situation ou un bail sombre de la part de Héra, elle charge son fils Eros d'une petite mission comme il en a l'habitude. Il s'agit de contrecarrer une éventuelle manipulation de Héra. Après tout, Carthage est sa ville préférée, et Énée est une épine dans son pied, donc elle risque fortement d'utiliser Didon pour foutre la merde, non ? Et autant s'assurer que ça n'arrive pas, et provoquer en Didon un amour tel que rien, absolument rien, ne la persuade de faire du mal à Énée. Okidoki, répond Eros, il prend l'apparence du jeune enfant d'Énée, Ascagne, pour attendrir Didon. Il s'assied sur ses genoux, lui fait des câlins et petit à petit, il fait naître en elle des sentiments tendres et sincères pour ce héros troyen qui cherche un refuge. Le soir même, pendant un grand banquet, Didon presse Énée de tout raconter. Sa famille royale, Hector, Achille, les armes, les combats, les chevaux de Diomède et tout ce qui vient après. Énée prend une immense inspiration d'abord et la parole ensuite. 10 ans.
10 foutues années de baston, de coups bas et de retournements de veste olympiens. 10 ans à voir défiler les Maccabées, à s'imaginer la victoire à bout de lance avant de se la faire souffler sous le pif. Tantôt nous, tantôt ces maudits Zachéens. On croyait toucher au but, mais les dieux, ces farceurs célestes, nous concoctaient des revirements dingues. On a frappé, on a encaissé, on a trucidé, et on a failli y passer, moi le premier, une bonne dizaine de fois. Mais voilà qu'un jour, les Grecs, ces emmerdeurs, nous jouent un tour de leur cru. Une entourloupe, une supercherie grandiose, la ruse du siècle. Inspirés par Athéna, ils bricolent un gros canasson en bois, soi-disant pour l'offrir à la déesse, histoire qu'elle leur file une bénédiction express pour rentrer au bercail. Bah nous, un matin comme tant d'autres, on se réveille en sursaut. On nous sonne l'alerte. Plus un Grec à l'horizon. Le campement rayé de la carte. Pas un navire, pas même une petite barque. Seul le cheval trônait là, imposant, mystérieux, avec sa gueule de traître en bois sculpté. Alors évidemment, parmi nous, ça jacasse, ça débat. Les uns veulent le ramener dans la ville, le poser dans la citadelle comme un souvenir de notre triomphe. Les autres, plus futés, trouvent que c'est un peu gros pour être honnête. Ça sent l'embrouille. Et si c'était une offrande à Athéna, n'était-ce pas un brin sacrilège de se l'accaparer ? Au milieu de cette foire aux opinions, Laocoon, un brave type au bon sens bien vissé, s'égosille pour nous ouvrir les yeux. « C'est un piège, nom d'un four de Zeus! Foutez-moi ça au bûcher, à tous les coups, il y a des gugus dedans !» Bon, à ce moment-là, on trouve qu'il exagère un peu. Mais pas le temps de lui dire d'arrêter de brailler, v'là un autre mec qui se pointe auquel on s'attendait pas. Sinon, qu'il s'appelle. Un grec, tout seul, paumé. Il nous sort un baratin bien huilé, nous raconte que ses compatriotes ont maintes fois voulu mettre les voiles ces dernières années, mais qui se faisaient refouler par la mer capricieuse. Le cheval est bel et bien une offrande pour déguerpir. Mais attention, pas suffisant, il devait aussi sacrifier un type. Devinez sur qui c'est tombé. Bah lui, bien sûr. Une sombre histoire de meurtre et promesse de vengeance entre son père, Palamède, et Ulysse. C'est justement Ulysse qui a choisi qui sacrifier. Enfin, monsieur a eu la jugeote de s'éclipser au dernier moment et d'échapper au sacrifice. Et là, devant nous, il nous fait son numéro de martyr incompris. Priam, notre bon vieux roi, cœur d'or mais jugeote en mousse, décide d'adopter le gars comme si c'était un de ses innombrables fils illégitimes. Un homme bon, Priam, généreux, compatissant. Mais franchement, ce jour-là, il aurait pu fermer sa gueule. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, notre rebelle national Laocoon se fait expédier dans l'au-delà par 2 serpents géants, sortis de nulle part. Là forcément on se rappelle tous ces dernières paroles. Un signe des dieux, un avertissement divin. Ni une ni deux, on cède à la trouille et on ouvre les portes en grand pour faire rentrer le cheval. Et comme on aime ajouter la bêtise à l'inconscience, on se met à festoyer. 10 ans de guerre, ça donne soif, alors on se vide les amphores, on rit et on s'écroule de fatigue. Sauf que pendant qu'on ronfle, ces saligots de Grecs, bien planqués dans leurs bestiaux en bois, attendent que la ville dorme. Quand tout est calme, le fameux Sinon qu'on a accueilli, il retire son masque. Ah, le salaud! Son rôle, c'était d'aller prévenir ses potes que la voie est libre. Et ils sortent, et ils égorgent les gardes, et ils font signe à leur flotte qu'on pensait partie, mais qui était en fait planquée derrière l'île de Ténédos, de se ramener. La suite, un massacre. Une boucherie comme on en fait peu. J'ai vu mes amis se faire tailler en pièces, mon quartier partir en fumée, le palais royal s'embraser comme une torche, Priam égorgé comme un vulgaire cochon, les femmes massacrées ou capturées, les enfants, pas mieux. Et au-dessus de ce chaos, les dieux, ces enfoirés célestes, se repaissaient du spectacle. Aphrodite, ma propre mère, me montre les murs en train de s'effondrer sous l'œuvre de Poséidon. Héra, grande amatrice de carnage, encourage les navires ennemis à accoster. Et Athéna, elle bouge pas, elle contemple, elle savoure. Là j'ai compris, rideau, rien ne sert de lutter. Alors après avoir crapahuté, je fonce chez moi, priant pour que ma famille soit encore en vie. Je les trouve, je leur dis de me suivre, de filer avant que la faucheuse ne nous attrape. Mon père, trop vieux pour cavaler, je le balance sur mes épaules comme un vulgaire sac de grains. On court, on fuit. Et dans la cohue, ma femme et moi, on se perd, une fraction de seconde, suffisant pour que le destin me l'arrache. Je ne la revis que sous forme d'ombre, un spectre. Un murmure du passé venu m'annoncer mon avenir. L'exil, l'Hespérie, une autre vie, une autre ville, une autre femme. « Pardon ?» je lui réponds. Tu me laisses même pas le temps de digérer le veuvage ? Bah ouais, elle a jamais perdu de temps, ma brave femme.
le cœur en miettes, mais l'orgueil encore debout. Je me jure d'être fort pour mon fils, digne pour mon père, et fidèle à la mémoire de ma femme. Alors la mort dans l'âme, nous tournons le dos à trois et empruntons le chemin de l'exil. On construit des rafiaux, on embarque et on se laisse trimballer par la Grande Bleue, sans boussole, sans GPS, en espérant que le destin a prévu un plan un peu plus futé que nous. Première escale, les Traces. Moi, naïf, je me dis que c'est là que je vais fonder ma ville, vu que ma femme défunte, paix à son âme, m'a dit que j'allais en bâtir une. Alors zou, on se met à l'ouvrage et en toute modestie, je lui colle mon blaze, la ville des Énéades. Ça a de la gueule. Tout allait bien jusqu'au moment où je décide de jardiner pour me vider la tête. Grand mal m'en a pris. Je tire une branche et vlatipa que ça saigne. J'arrache une deuxième branche, rebelote. Troisième, toujours pareil. Et là, le bouquet, le buisson me cause. Et qui c'est qui me parle ? Oh, mon pote Polydore ! Enfin, ce qu'il en reste, vu que le Gus est mort et enterré. Priam, en bon roi qui fait confiance aux gens, l'avait remis au souverain Thrace. Mais sitôt que la guerre a tourné, ce Judas a rejoint Agamemnon et a décapité Polydore. Alors pas besoin de faire un dessin, on prend nos clics et nos claques et on s'arrache de cette terre scélérate. Non mais c'est vrai quoi, l'hospitalité c'est sacré. Deuxième escale, une île du coin, vers Mycone et Gyaros, chez le roi Anius, et non, je ne ferai pas de blague sur son nom, car il était pote avec mon père et j'ai encore un peu de décence. Là, dans un temple, Apollon me balance que notre destination finale, c'est la terre de nos ancêtres. Ni une ni deux, mon père s'inscrit sur ancestry.com et nous assure qu'on vient de Crète. Très bien, cap sur la Crète. Sauf que les dieux me rendent visite en rêve pour me rappeler ce que ma femme m'a dit avant de passer l'arme à gauche. « L'Hespérie, mon chéri, c'est pas la Crète, c'est l'Hespérie qu'il faut viser !» Bon, j'explique ça à mon père. Il aurait pu me dire que c'était juste un délire enfiévré à cause de l'épidémie destructrice qui s'abattait sur nos navires, mais non, il hoche la tête et me donne raison. On redirige le cap, direction l'Italie donc. On aurait aimé souffler un peu après ce changement de plan de dernière minute. Eh ben non! 3 jours de tempête, du vomi partout sur le pont, des vagues qui nous malmènent, des gouvernails qui servent plus à rien. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, comme disait l'autre. Le 4e jour, on émerge enfin de ce merdier et on accoste chez les harpies. Ah, les harpies, créatures exquises. Elles bouffent notre bouffe, nous filent la migraine avec leurs cris stridents et pour couronner le tout, elles défèquent sur ce qu'elles ne volent pas. On tente de les oxyre, impossible. Devinez quoi, on se casse. Ensuite, on passe près d'Ithaque. Hors de question d'aller faire coucou à Ulysse, le roi des entubeurs. Oh, on n'a pas oublié son cheval. On trace la route, et après une poignée de détours, on atterrit à Butrotte, en Chaonie. Là, surprise du chef, je tombe sur Andromaque, l'ex-femme d'Hector. Elle va bien, mieux que prévu même, vu qu'elle a troqué son statut d'esclave pour une vie plus ou moins peinarde. Hélénos, un des fistons de Priam, est maintenant le roi du coin. Et c'est pas n'importe qui Hélénos, c'est le frère jumeau de Cassandre. Cassandre l'hystérique, Cassandre qui prédisait toujours tout juste mais que personne voulait écouter. Bah Hélénos a hérité du même don, sauf que lui on l'écoute. Et qu'est-ce qu'il me prédit le mec ? Un parcours du combattant en guise d'itinéraire. La mer d'Ozonie, les lacs infernaux, Ea, tout et n'importe quoi. Et cerise sur le gâteau, je dois guetter une truie blanche avec 30 porcelets. Là où elle pointera son groin, je devrais poser mes valises et fonder ma ville. Super. Ah, et il me conseille aussi de prier Héra. Héra, cette garce qui nous a foutus dans cette galère. Mais mon poing dans sa tronche, oui. Mais bon, on repart. Direction l'Ozonie, en suivant religieusement le programme. On pouvait voir Tarente, puis l'Etna, puis Charybde, et je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai senti mon slip se serrer tout seul. Ensuite, on croise un grec en détresse. Un pauvre gars, abandonné par Ulysse sur l'île du cyclope Polyphème. D'ailleurs, on l'a vu aussi, Polyphème. Et le périple continue. Des îles, des côtes, des villes, des caps, des golfes, Pélor, Pantagias, Mégare, Thapsus, Gela, Drépane. Un voyage sans fin, tourisme à n'en plus finir. Et comme si ça suffisait pas, voilà que mon père me lâche. Non, pas un caprice, il me claque dans les doigts, juste avant qu'on arrive ici. Un final bien amer après tant de misère.
Enfin bref, ainsi va la vie. Il est super bon, votre Picrate. Ayant débité toute cette histoire, Énée se tait. Il boit une longue gorgée de vin pour soulager sa gorge sèche, résultat d'un si long monologue. Autour du banquet, un silence respectueux perdure. Le lendemain matin, les sentiments qu'Éros a fait naître en Didon sont à leur paroxysme. Énée est la première chose à laquelle elle pense en se réveillant. Elle se remémore toute sa lignée, tout ce que les légendes racontent sur lui, tout ce qu'il a lui-même relaté. Quelle gloire, quelle prestance, quelle bravoure, quelle persévérance à travers les épreuves, digne du sang divin qui coule en lui. Mais l'amour de la reine la met dans une position délicate. Elle est veuve, et depuis la mort de son ex-époux, elle se voue au célibat. Elle se confie à sa sœur, Anna, qui lui reproche d'être si coincée du derche. Certes, elle a repoussé beaucoup d'hommes, entretenu sa vertu, c'est tout à son honneur. Mais lui, n'est-il pas un héros ? N'est-il pas digne d'elle ? Si les vents l'ont poussé jusqu'à Carthage, ne serait-ce pas la volonté de Héra ? Spoiler, non. Ne peut-elle pas imaginer le futur de sa ville, de son peuple, de sa lignée avec un tel mari ? Eh bien si, elle imagine, elle est folle de lui. Et Héra s'en rend compte. Et cette passion si puissante, si spontanée que celle qui anime Didon, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas arrivée toute seule. Alors elle se tourne vers Aphrodite, et narquoise, elle lui lance. En vérité, voilà un grand honneur et un beau trophée pour toi et ton jeune garçon. Quel titre imposant et mémorable, une femme sans défense vaincue par la ruse de deux divinités. Certes, il ne m'échappe pas que tu redoutes nos murs et que la ville altière de Carthage t'est suspecte. Mais quand cesseront nos querelles ? Jusqu'où ira une telle rivalité ? Que ne faisons-nous plutôt une paix éternelle et un hymen qui en soit le gage ? Aphrodite ne se laisse pas berner. Héra ne peut pas blairer Énée, c'est un secret pour personne. Si elle propose cette alliance entre Énée et Didon, c'est dans un but et un seul, que Énée reste à Carthage et n'arrive pas jusqu'en Italie pour bâtir sa cité. Mais notre Poufias olympienne n'est pas assez débile pour s'opposer en bloc à la reine des dieux. Donc elle accepte. Héra prépare l'union des deux jeunes gens. Elle attend que Didon, Énée et plein de chasseurs fassent une virée en haute montagne pour déclencher un mauvais temps, un déluge, une chute de grêle qui fouette la peau, accompagnée par des torrents de pluie. Tous les membres de l'expédition courent à gauche à droite, se dispersent, cherchent un refuge, et c'est ainsi que, par hasard, mais pas trop, Didon et Énée se retrouvent seuls dans la même grotte. Sous l'influence d'Héra, ils s'abandonnent l'un à l'autre. Abandonner, c'est bien le mot. Savourant chaque moment de leur passion, ils relayent au second plan leurs obligations. Didon oublie son royaume, Énée sa quête, et ça dure longtemps. Alors là, ça va barder. Zeus convoque Hermès. Il faut envoyer un message à Énée. Lui remonter les bretelles, le rappeler à l'ordre, quoi. Et c'est ça le destin qu'on lui a accordé ? Rester à Carthage ? C'est ça l'homme qui devait gouverner l'Italie ? C'est pour ça qu'Aphrodite lui a sauvé la peau pendant la guerre ? C'est ça l'héritage qu'il laisse à sa descendance ? Et non, il doit reprendre la mer, c'est son dernier mot. Alors Hermès y va délivrer le message. Quand il lui transmet ses impérieuses paroles, Énée est sur le cul. C'est vrai qu'il s'est laissé séduire, mais comment trouver les mots pour délaisser son amante ? Bon, assez simple en soi, il va rien dire et partir en pleine nuit. Le mec est peut-être d'un courage inébranlable face aux dangers de la vie, quand il s'agit des sentiments, c'est pas trop ça. Sauf qu'une femme amoureuse, ça devine les choses. Et Didon se rend bien compte qu'il va la lui mettre à l'envers, alors elle prend les devants. Confrontation et chantage au suicide, direct. Puis scène de ménage, accusation, reproches, paroles regrettables, violentes émotions. Enfin épuisée par ce tumulte sentimental, Didon rentre chez elle, ne laissant à Énée aucun droit de réponse. Le cœur du Troyen est brisé. Il n'en revient pas de s'être fait incendier de la sorte. Il voudrait rester, consoler cette femme, poursuivre leur histoire d'amour. Mais non, il doit suivre les ordres de Zeus. Didon pensait qu'après une telle démonstration passionnée, Énée reviendrait sur sa décision. Oh putain, la désillusion quand elle a vu qu'il continue de préparer ses navires accompagnés de ses fidèles Troyens. Les boules. Et bah puisque c'est comme ça, c'est comme ça.
La douleur de Didon est si grande qu'elle renonce à laisser le temps tenter de l'amoindrir. Elle en perd la raison, c'est trop. Autant mettre à exécution son chantage au suicide. Elle appelle sa sœur, invente une histoire de prêtresse qui pratique la magie afin d'apaiser les cœurs brisés et à qui elle aurait demandé ses services. Et la prêtresse en fait mettrait en place un rituel. Pour que le rituel fonctionne, il faut faire élever un bûcher et y mettre toutes les armes qu'Aîné a laissées derrière lui. Alors Didon ordonne qu'on prépare le dit bûcher. Sa sœur se dit que tout ça, ça a un petit peu l'air d'une mise en scène funéraire, mais bon, quelque part, il s'agit de faire le deuil d'une relation, alors elle se met à l'ouvrage. La nuit tombe sur Carthage. De son côté, Aîné roupille. S'agirait d'emmagasiner ses forces pour le grand départ, parce que il sait pas trop à quel genre de dinguerie s'attendre. Alors la nuit s'écoule. Quand Séléné arrive au terme de sa course céleste, Hermès réveille Aîné. « T'attends quoi mon pote ? Faut y aller là ! Oh, Mindtonder, chez les voiles, on s'active, hop ! Hop 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 !» Toujours soumis aux dieux, Aîné s'exécute avec des valoches comme Hack sous les yeux. Il annonce à son entourage leur départ immédiat. On sort les rames, largue les amarres et quitte Carthage sous les premiers rayons de l'aurore. Depuis les fenêtres de son palais, Didon le voit faire. Putain, il part pour de vrai le mec. Vraiment, vraiment pas joasse là, la Didon. Elle explose, elle le maudit. Ô soleil, dont les feux éclairent tous les travaux du monde, et toi, Héra, médiatrice de mon union et témoin de mes douleurs, et toi, Hécate, qu'on invoque en hurlant la nuit au carrefour des villes, et vous, divinité vengeresse, furie des dieux et de la mourante Élissa, écoutez ceci, je mérite que votre volonté divine se tourne vers mes mots, exaucez mes prières. Si la nécessité veut que cet homme exécrable atteigne le port et aborde au rivage, si les destins de Zeus l'exigent, si l'arrêt en est immuable, que, du moins, assailli dans la guerre par les armes d'un peuple audacieux, chassé de ses frontières, arraché des bras de son ascagne, il soit réduit à mendier des secours et voit les indignes funérailles de ceux qui le suivront, et qu'après avoir subi les lois d'une paix honteuse, il ne puisse jouir ni de sa royauté, ni de la douce lumière, mais qu'il tombe avant le temps, et qu'au milieu des sables, son cadavre gise privé de sépulture. Voilà mes prières, voilà le dernier vœu qui s'échappera de mon cœur avec mon sang. Et vous, Tyriens, harcelez de votre haine toute sa race, tout ce qui sortira de lui, et offrez à mes cendres ce présent funèbre. Qu'aucune amitié, qu'aucune alliance n'existe entre nos peuples. Et toi, qui que tu sois né de mes ossements, ô mon vengeur, par le fer, par le feu, poursuis ces envahisseurs dardaniens, maintenant et plus tard, et chaque fois que tu en auras la force. Rivage contre rivage, mer contre mer, arme contre arme. Entendez mes imprécations, que nos peuples combattent, eux et leurs descendants. Hystérique la meuf, complètement barge. Pour que vous vous rendiez vraiment compte, j'aurais crié carrément ce monologue, mais bon, j'ai des voisins. La décision de Didon est prise. Elle hésitait encore un peu. To be or not to be ? Et maintenant c'est acté. You can't do what we want to do. Qu'on allume le bûcher, qu'on amène les sacrifices, qu'on apporte les armes que les Troyens ont oublié d'emporter. Elle-même s'empare de l'épée d'Aîné, grimpe en haut du bûcher sans qu'on puisse l'arrêter et commet un seppuku, ou un harakiri, enfin celui qui est le plus approprié à la royauté. Pour les incultes, ça veut dire qu'elle s'enfonce l'épée dans le ventre. La mort n'est pas instantanée, pas cool. Quand bien même son esprit a décidé de quitter la partie, son corps se raccroche à la vie. Ses paupières s'ouvrent, lourdes, et se referment. Sa respiration se fait plus rauque, plus rare, plus douloureuse à cause de la fatale lame plongée dans son abdomen. Elle tente de se redresser, perd connaissance, la retrouve, sombre de nouveau. Bref, c'est infernal pour elle, elle vit vraiment pas un bon moment. Sa sœur, Anna, celle qui a fait élever le bûcher et qui se disait que ça ressemblait un petit peu à des prémices de cérémonie funéraire, se rend compte qu'elle y avait vu que du feu, lol. Enfin voilà, Didon, elle est entre la vie et la mort, elle souffre affreusement, c'est horrible. Du haut du ciel, Héra observe le trépas d'une pauvre reine, victime des machinations de deux déesses rivales. Elle est prise de pitié face à cette terrible agonie et envoie Iris abréger ses souffrances en coupant un cheveu de la reine. Ce cheveu,
tribu pour Hadès et Perséphone, relier l'âme et le corps de la défunte. Une fois coupée, elle peut enfin quitter son enveloppe charnelle et rejoindre le monde des morts. Sur ces navires, Énée observe le bûcher dont les flammes, éclairant la ville, rivalisent avec les rayons de l'aurore. Sans pouvoir mettre le doigt sur le pourquoi du comment, il sent qu'il va y avoir de l'embrouille incessamment sous peu. Sentiment corroboré par les vents qui se lèvent, les nuages qui s'assombrissent et les vagues qui commencent à se remuer. Énée se pince l'arête du nez. Les souvenirs des tempêtes précédentes qu'il a dû affronter ressurgissent et là il est déjà saoulé. L'angoisse lui saisit la vessie mais il se retient bravement. Il sait d'expérience que qui pisse contre le vent mouille sa chemise. Son capitaine lui hurle qu'aucune des manœuvres pour diriger les navires n'aboutit. Ils sont inlassablement repoussés en direction de la Sicile. Serait-ce l'œuvre d'un dieu ? On devrait peut-être se laisser porter là-bas ? Sûrement qu'on a quelque chose à y faire ? Énée acquiesce. Ce ne sera qu'une escale, et puis c'est la Sicile par là-bas. Il connaît la Sicile, il sait d'avance qu'ils seront bien reçus. En plus, c'est là où son père Anchise a clamsé il y a déjà 1 an. Il pourra se recueillir au passage. Ainsi, les Troyens arrivent de nouveau en Sicile, terre accueillante et agréable où il fait bon se reposer. En l'honneur d'Anchise, les Troyens préparent les rites classiques. Autels, sacrifices, libations, prières et jeux funéraires. Au programme, course de bateau, course à pied, combat de ceste, un ancêtre du poing américain, tir à l'arc et jeux équestres. Une quantité énorme de prix est remise aux 3 premières places de chaque épreuve, ainsi qu'à beaucoup d'autres participants, parce que l'important, c'est pas de gagner, mais de participer, mais quand on participe, on gagne quand même un peu. Malheureusement, ces effusions de joie contagieuses laissent une personne indifférente. Et je veux parler de Héra, naturellement. Elle a pas cessé d'observer les mésaventures des Troyens, guettant le meilleur moment pour casser un maximum de couilles. Et ce moment précis a l'air bien choisi. Elle envoie Iris sur Terre, parmi les Troyennes. Celles-ci n'ont pas pris part au jeu funéraire et se recueillent à part, entre femmes. La messagère divine prend une apparence humaine et s'immisce parmi elles. Les pauvres femmes ne cessent de se lamenter sur ce long voyage dont elles ne voient pas la fin. Elles sont épuisées, endeuillées, découragées. Que dis-je ? Désespérées. Iris prend part à ses complaintes, criant avec plus de force, plus d'émotion, afin de frapper le cœur de toutes les Troyennes de ces mots. Assez ! Cette patrie semble porter au gré du vent, sans pouvoir contrôler son destin, sans cesse bousculée par des forces indomptables. Combien de temps encore on va errer ? On doit vraiment atteindre un endroit précis de l'Italie ? Oh, Énée, il peut pas construire sa ville ici, en Sicile, ça suffit. C'est fini de crapahuter parmi les dangers. Y a qu'à brûler les navires, empêcher tout moyen de repartir et décréter que la destination finale, c'est ici. Une ville sera érigée et on connaîtra enfin la paix. Voilà ce qu'elle dit aux Troyennes. Ayant terminé son discours, elle saisit une torche et l'envoie en l'air, en y imprimant toute sa force. La torche retombe sur le sol, au loin, propageant avec elle des flammes. Les Troyennes sont complètement ahuries. Elles sont en mode « Ok ». Mais Iris n'en a que faire, parce que, maintenant qu'elle a planté les graines de la discorde dans leur esprit, elle quitte son déguisement de mortelle sous leurs yeux et s'envole, portée par ses ailes délicates. Alors là, les femmes ne peuvent pas nier que c'est une divinité qui leur a envoyé un signe, en fait. En fait, c'est même pas un signe, c'est un conseil. Non, en fait, c'est un ordre. Alors elles seraient stupides de l'ignorer. Emportées par la conviction que le destin de leur race repose sur elles à ce moment précis, elles se saisissent toutes de torches et imitent Iris en foutant le feu aux embarcations. L'épaisse fumée noire alerte les hommes qui interrompent leur jeu. Tous se précipitent. Putain de merde, c'est bien ce qu'ils pensaient, il y a un incendie qui ravage tout. Ils ont beau tenter d'étouffer les flammes, de verser des seaux d'eau, d'éclabousser tout ce qui est en proie au feu destructeur, rien ne maîtrise le sinistre. Énée s'en remet du coup aux dieux et prie Zeus de bien vouloir leur filer un coup de main. Aussitôt, les nuages rappliquent et il se met à pleuvoir comme vache qui pisse. Le feu est rapidement noyé et à l'exception de quelques vaisseaux, la flotte troyenne est en bon état. Relatif. Énée commence à en avoir plein le cul. La guerre, les Grecs, les dieux, les tempêtes, l'autre hystérique à Carthage et maintenant ses propres Troyennes. C'est bon là ? Il peut relâcher sa vigilance 2 secondes, oui ? Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ?
Bon allez, puisqu'il y en a qui veulent rester ici, et bah qui restent. De toute façon, on pourra pas partir avec tout le monde, vu qu'il y a plein de bateaux qui sont hors service, alors ceux qui se plaignent, ils se plaignent en Sicile. Terminus, tout le monde descend, et pour les autres, départ imminent. Heureusement, pour ceux qui reprennent la mer, Aphrodite et Poséidon leur garantissent une mer calme et des vents favorables. Les marins peuvent donc naviguer de nuit, profitant de la météo propice à un dodo à la belle étoile. Seuls restent éveillés les capitaines, fidèlement plantés derrière leur gouvernail. Celui d'Énée, Palinure, est visité par le sommeil en personne, Hypnos. La divinité le force à s'endormir. Il reste bien accroché au gouvernail, si bien d'ailleurs que quand le gouvernail est arraché, oui, parce que le gouvernail est arraché, en fait, Palinure, il est toujours accroché et il passe par-dessus bord. Son cri de détresse ne réveille aucun des membres de l'équipage. Seul Énée, en fait, se rend compte que son navire y vogue sans capitaine de façon hasardeuse depuis un moment, et sans moyen pour diriger le bateau, il se laisse aller où la mer le portera, hein. Enfin, il a l'habitude maintenant. Le hasard, ou le destin, le fait arriver aux rives de Cume, sur l'île d'Eubée, toujours suivi par ses fidèles Troyens. Bon, tant qu'à faire, autant consulter une sibylle afin qu'elle lui révèle son avenir. Avenir qu'il connaît déjà, mais peut-être qu'il apprendra des nouvelles choses. Il se dirige donc dans l'antre de la sibylle, accompagné par ses compagnons d'infortune, et tous se présentent face à la prêtresse d'Apollon. En présence d'Énée, le dieu s'infiltre dans le corps de la prêtresse et lui insuffle la prédiction suivante qu'elle répète d'une voix inhumaine. Les descendants de Troie parviendront très bientôt à atteindre le royaume clé de cette épopée, Latium. Mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, ce sera pas la fin de leur tourment. Après les éreintantes difficultés maritimes, viennent les assassines guerres terrestres. La guerre, toujours la guerre. Ah oui, et Énée rencontrera une nouvelle femme. Et Héra, bien sûr. Encore et toujours cette casse-couille de Héra. Voilà, fin de la prédiction. Très instructif. Énée soupire, il accepte son sort. C'est pas comme s'il découvrait à l'instant que son chemin était et continuerait d'être semé d'emmerdes. Avant de partir, il a une requête, un service à demander à la sibylle. Est-ce qu'elle le laisserait descendre un petit coup aux enfers pour voir l'âme de son père ? Genre juste un petit coup, 5 minutes pour faire un petit coucou. La prêtresse répond que bon, allez, pourquoi pas, mais, parce qu'il y a toujours un mais, avant ça, Énée doit faire 2 choses. La première, c'est récupérer le cadavre d'un mystérieux inconnu dont le corps est échoué sur une plage pas si loin que ça, et qui doit être enfermé dans un sépulcre, comme le veut la tradition pour les gens qui sont morts, quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, Énée aura besoin d'un rameau dont les feuilles sont faites en or, afin de faire une offrande une fois qu'il sera dans le monde souterrain. Ce rameau, il peut le trouver sur un arbre consacré à Héra, lol, au milieu d'un sac de branches. Si le destin autorise un individu à rejoindre les enfers de son vivant, le rameau se détache tout seul et un autre repousse immédiatement à sa place. Et si le destin ne veut pas que quelqu'un descende aux enfers, il s'arrache pas en fait. Alors Énée dit ok, et les Troyens sortent de l'antre de la sibylle en sachant pas trop quoi penser de tout ça. Que la prêtresse lui dise de se munir du rameau doré, il voit bien pourquoi, mais c'est quoi cette histoire de mec à enterrer là ? Il est où le rapport ? Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, alors avec ses compagnons, il rejoint la plage où les attend l'inconnu décédé qui n'attend pas vraiment en soi parce qu'il est mort. Quelle est leur surprise de voir qu'il s'agit de Misène, un compagnon du brave Hector tué par Achille il y a des années en fait. Il mérite effectivement, comme la sibylle l'a demandé, des rites funéraires. C'était un grand homme, un bon guerrier, un chic type. Bon, comme ça fait des années qu'il est mort sur la plage, c'est surtout un sac d'os. C'est à se demander comment ils l'ont reconnu d'ailleurs. Ah, c'est pas grave. Première étape, un bûcher funéraire. Tout le monde se met à couper des arbres. Alors qu'il s'éloigne en forêt, Énée aperçoit 2 colombes. Il les suit du regard et n'en revient pas de les voir se poser sur un arbre où un truc scintille. Il s'approche, se frotte les yeux, se pince. Non, il rêve pas, c'est le rameau doré. Il était même pas en train de le chercher, trop fastoche. Délicatement, il saisit le précieux morceau de végétation et le détache. Les doigts dans le nez. Ne lui reste plus que terminer le bûcher de Misène, mettre ses cendres dans une urne et le tout dans un tombeau. Ça prend toute l'après-midi. Mais une fois la chose faite,
il peut rappeler ses Troyens et retourner dans l'antre de la Sibylle pendant le coucher du soleil. Il lui présente le rameau, preuve que son destin est bel et bien de faire un crochet par le monde souterrain. Alors la Sibylle hoche la tête et démarre tout un rituel. Du vin est versé entre les cornes de 4 taureaux, dont les touffes de poils sont ensuite coupées et jetées dans un feu sacré en offrande à Hécate. Les taureaux sont ensuite égorgés, de même qu'une chèvre et une vache. Dans l'obscurité de la nuit, un autel est dressé pour Hadès et les taureaux sont immolés par le feu, barbecue XXL en soi. Au lever du soleil, la terre se met à trembler, comme si elle allait s'ouvrir en deux pour précipiter les hommes dans le monde souterrain. La prêtresse exige des Troyens que tous quittent immédiatement les lieux, à l'exception d'Énée. Elle s'élance, il lui emboîte le pas. Tous deux s'enfoncent dans les profondeurs de la caverne. Ils marchent longtemps, seuls et en silence, jusqu'à ce qu'ils sentent des présences non loin. En effet, devant le vestibule des enfers traînent de nombreuses personnifications. Le deuil, les remords, les maladies, la vieillesse, la peur, la faim, la pauvreté, la guerre, la souffrance, les 2 frères Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort. La dernière à apparaître dans leur champ de vision, la discorde elle-même hante les lieux. La prêtresse et Énée passent devant tout ce beau monde et pénètrent dans le vestibule. Ici errent des ombres, des âmes, des esprits dénués d'enveloppe physique. Les songes, les centaures, Scylla, Briarée, l'hydre de Lerne, les gorgones, les harpies et tant d'autres. Au fond du vestibule attend Charon, sur son bateau, ou son optimiste, ou sa barque améliorée, j'ai jamais trop su, enfin un truc qui se manœuvre avec une voile et une gaffe. Une foule sans fin se bouscule pour monter sur l'embarcation, mais Charon ne prend que ceux qui ont de quoi payer. Et encore, il choisit arbitrairement qui peut monter immédiatement et qui doit attendre le prochain départ. Le nocher aperçoit les 2 mortels qui se tapent l'incruste et les stoppe immédiatement. Non, on ne passe pas. Il lui est interdit de balader les vivants. En plus, quand ils viennent, c'est pour foutre le bordel. Non, sérieux, quand c'était Héraclès, il a enlevé Cerbère, Pirithos et Thésée, il voulait enlever Perséphone, Orphée, il faisait chialer tout le monde, allez, maintenant on arrête les caprices. Demi-tour les jeunes, hein. Vous retournez d'où vous venez. La prêtresse, pour calmer Charon, brandit le rameau aux feuilles d'or et lui explique qu'Énée vient simplement pour dialoguer avec son défunt père, il n'y a pas de carabistouille prévue. Le terrible nocher s'adoucit à la vue des feuilles dorées et accepte de les guider, lentement mais sûrement, de l'autre côté du Styx. Il leur faut ensuite continuer à pied. Ils dépassent Cerbère, que la prêtresse endort, puis traversent les âmes des enfants morts dans la fleur de l'âge, celles des condamnés à mort qui étaient pourtant innocents, et les suicidés aussi, et enfin les cœurs brisés. Et parmi ces derniers, Énée reconnaît Didon. Alors il implore son pardon, lui explique que il voulait pas quitter Carthage, mais il s'est soumis à la volonté des dieux. Mais Didon, elle garde les yeux rivés sur ses pieds, insensible aux justifications de cet homme. C'est trop tard, elle est morte. Donc elle s'en va, sans mot dire. Énée vient de se prendre le plus gros vent de sa vie. Il est un petit peu chagriné, et malgré l'envie de retenir l'ancienne reine de Carthage pour continuer de lui parler, il poursuit sa route. Il dépose le rameau doré sur le seuil d'une porte cintrée, destinée à recevoir l'offrande. La marche continue, c'est vachement grand le monde souterrain, et ils atteignent, plus loin, le séjour des bienheureux. Après avoir vu tant de désolation et de souffrance, ça fait du bien. Ici il fait beau, l'air est pur, les âmes jouent ensemble et de douces mélodies résonnent un peu partout. Guidé par une âme qui a la chance de résider dans ce plaisant décor, le héros et la prêtresse trouvent ce bon vieux Anchise. Les réunions sont touchantes et baignées de larmes de joie. Anchise fait visiter les lieux aux 2 mortels, leur explique qu'un peu plus loin par là il y a le fleuve Léthé, dont les eaux permettent d'oublier toute existence passée avant de se réincarner. Une foule massive s'agglutine devant, constituée d'âmes qui attendent leur tour pour retourner en haut et commencer une nouvelle vie. Il désigne parmi eux des visages inconnus, indiquant à son fils que dans leur prochaine vie, un tel sera le premier à avoir en lui du sang troyen et italien, un tel maintiendra la gloire de la race des Troyens, un tel étendra son empire, un tel perpétuera la gloire d'Énée, etc., etc. Du coup, Énée, il est rassuré à bloc, et il peut remonter chez les vivants et poursuivre son long chemin.
La prêtresse et lui sont amenés à une porte d'ivoire et aussi simplement que ça, ils quittent le monde souterrain. Le père et le fils se séparent de nouveau, heureux d'avoir pu se retrouver. Une fois de retour à la surface, Énée se précipite vers sa flotte. Ce moment privilégié passé avec son brave père l'a revigoré. Les navires remontent leurs ancres et quittent les rives de Cume. Il est temps de mettre les voiles direction le Latium. De grandes choses l'y attendent. Mais ces grandes choses, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez connaître la suite ou bien écouter d'autres histoires de mythologie grecque décomplexée, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming de votre choix. Pour tout ce qui est blague, humour et même, rendez-vous sur Instagram @mythologie grecque décomplexée. Pour les petits bavards, le Discord du Mont Olympe vous attend. Un grand merci aux tipeurs du mois de février et de début mars. Charles-Auguste, Valzul, Scotty, Kuramato, Aventurine, Mélinda, Angela Nap, Omelette, Philandrina, Verveine et Ilona. Et enfin Julien pour son virement sur PayPal. N'hésitez pas vous aussi à soutenir financièrement Mythologie grecque décomplexée pour me permettre de continuer à faire des épisodes de qualité. Vous trouverez le lien Tipeee dans la description avec tous les autres liens. Et pour finir, un grand merci à Juste Yo-Yo pour la couverture de cet épisode et à Prosper pour la musique d'outro. On se retrouve dans 15 jours pour la suite et la fin de l'Énéide. En attendant, prenez soin de vous, c'est primordial. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!